Salut les Simpson maniaques. Vous savez qu'on approche de la centaine de vidéos Simpson sur ma chaîne, entre Parlons Simpson, Dub vs Fud, les Simpson Mania et les quelques épisodes spéciaux. C'est cool. Mais ce n'est pas toujours simple pour certains sujets de ne pas partiellement se répéter. Aujourd'hui, on va parler de la production des épisodes, principalement visuels, et fatalement une petite partie des choses que je vais dire aujourd'hui, je les ai déjà évoquées un jour, désolé des quelques répétitions, mais pour ramener tout ce que je vais dire ou montrer de nouveau, il manquerait quelque chose dans la vidéo si je sautais certains éléments. D'autant que certains d'entre vous ne connaissent sans doute pas si bien mes vieux épisodes. Vous voilà prévenus, alors maintenant, c'est parti pour le 14e Simpson Mania, avec 84% d'informations inédites. Allez, il y avait longtemps, revenons au Tracy Ullman Show. Si vous jetez un coup d'œil aux épisodes, vous verrez que l'évolution des personnages ne se fait pas seulement d'une saison à l'autre, mais d'un épisode à l'autre. Même pour une courte saison comme la saison 1, elle ne compte que 7 épisodes, logique puisque les Simpsons sont arrivés en avril, soit pratiquement à la fin des saisons habituelles des grands networks. Et pourtant, on voit déjà une petite évolution entre le premier et dernier épisode. À l'époque, la boîte d'animation des courts-métrages, c'était Klasky Csupo. C'est pas si facile à prononcer au début, Klasky Csupo. Hein? Voilà. Klasky Csupo. J'ai pas fait exprès de me planter il y a 5 secondes. En fait, ce sont les noms de leurs fondateurs, l'américaine Arlene Klasky et son mari, le hongrois Gabor Csupo. Mais à l'époque, cette boîte, c'est une très petite structure, de plus habituée aux génériques de séries ou aux pubs. Ils recrutent de jeunes animateurs de 25 ans pour faire les shorts, Wes Archer, qui restera jusqu'à la saison 7 de la série, et Bill Kopp, bientôt rejoint par David Silverman, futur réalisateur du film. Mais on sent qu'à l'époque, le budget était très faible déjà, et puis c'était encore tâtonnant et approximatif. Faut dire que selon Bill Kopp, les storyboards de Matt Groening avaient l'air d'être dessinés par un gamin de 3 ans, sa force venant plus de ses idées. Matt Groening? Qu'est-ce qu'il fiche dans un musée? Il sait à peine dessiner. Et soyons clairs, au début, la quasi-totalité des shorts était fait à 3 personnes, un short par semaine. Donc, entre le faible budget, le peu de main-d'œuvre peu expérimentée de surcroît, et le peu de temps alloué au travail, vous comprenez pourquoi c'était aussi rudimentaire. Bill Kopp, d'ailleurs, ne restera pas très longtemps, même s'il bossera sur plein d'autres trucs sympas. Aujourd'hui, Silverman et Archer admettent parfaitement qu'à l'époque, ils étaient peu regardants sur les détails, même s'ils bossaient dur, avec des semaines dépassant souvent les 70 heures. Et il faut être d'autant plus reconnaissant à Silverman, en plus de tout son travail sur les shorts, la série et le film, qu'il a été un des moteurs pour le passage des Simpsons en format de 22 minutes. Mais donc, pour éviter que les personnages soient dissemblables d'un épisode à l'autre, au début de la série, il a fallu mettre en place ce qu'on appelle des model sheets, clairs et précis. Pour éviter que les personnages ne changent de trop donc, mais c'est quand même arrivé dans les premières saisons. Un model sheet, vous en avez sans doute déjà vu, c'est ça. Un personnage sous les angles, avec des proportions, des détails. Par exemple, un truc dont ils ne se souciaient pas lors des shorts, les coiffures. Bart a 9 épis, ni plus ni moins. Les exceptions dans la série selon lorsqu'on le voit plus petit, là il en a moins. Lisa, elle, a 8 épis. Comme vous le voyez, il y a eu aussi en circulation des pages d'instructions avec ce qu'il était interdit ou déconseillé de faire. Plein de petites manies encore issues du Tracy Ullman Show, genre les fameuses torsions de la bouche, d'abord modérées et à terme supprimées. Et tout ce qui est corps trop élastique, c'est non. La forme des dents aussi, il faut faire attention. La taille des yeux aussi. La taille des yeux, mais aussi leur forme, et même la taille des pupilles. 1/9 normalement. Les contre-exemples dans la série seront lorsqu'un personnage est drogué ou malade. Plus petit dans le cas de Bart dans la pellicule en sage, ou plus gros pour l'herbe médicinale. Même si j'ai souvent eu le sentiment que la saison 13 dans son ensemble, et seulement la 13, avait dérogé à cette règle. J'en suis pas sûr, mais j'ai cette impression que la taille des pupilles était plus grosse. Oui, vous êtes bien en train de regarder une vidéo qui parle de la taille des pupilles des Simpsons. Mais pour en revenir au début, la tâche était double. Il fallait non seulement fixer les personnages connus, mais aussi fixer une foule de nouveaux personnages récurrents. Pour les connus, ça n'empêchera pas quelques passages plus rudimentaires. Là par exemple on voit Krusty dans la saison 1, ça a encore un look très court-métrage quand on compare avec un clown à l'ombre. Et donc pour les nouveaux personnages, par exemple, voilà Ena Krabappel. Comme vous le voyez, elle aurait pu être très différente. Ou encore, voici le design du principal Skinner. À droite, la base de Matt Groening, à gauche, le redesign par David Silverman. Le Dr Pryor, le psychologue de l'école, a été redesigné par Dan Askett, dont je vous avais parlé il y a très longtemps. Mieux, regardez ça, l'ancien design de Martin, il a toujours été un télo et un peu précieux, mais là tu as l'impression de voir en plus un gosse de riche et limite tête à claque. Or, si les parents de Martin ont souvent semblé plutôt aisés, on n'a jamais eu l'impression qu'ils étaient riches. Mais même une fois fixé, tout ça est amené à évoluer avec les saisons, ou lorsqu'un personnage est changé parce qu'on le voit plus jeune, plus vieux, dans un rêve, etc. Sinon, même dès les courts-métrages, donc comme je disais il y a 2 minutes, les épisodes ont également toujours eu le droit à des storyboards. Là encore, vous le constatez, bourré de précision dans le but de rendre une copie finale toujours plus fignolée. Même si naturellement, dans le produit fini, souvent, des petits détails sautent, plus ou moins tôt dans la production. Ainsi, des fois, certains dessins ne passent pas le concept art. Et c'est dommage, parce que quand on voit ça, on se dit que c'est plutôt sympa. D'autres, en revanche, sont quasi finalisés.
D'autres encore, basés sur de vrais personnages, ont réussi à vexer la vraie personne. John Swartzwelder l'était quand il a su que dans le roi du dessin animé, il y avait sur le modèle de son personnage une annotation disant de faire légèrement sortir le ventre, alors qu'il n'est pas plus gros que ça dans la vraie vie. Class Kick Soupo, outre les shorts, est resté la boîte d'animation pour les 3 premières saisons, puis s'est passé à Film Roman pendant 25 ans. Alors vous le savez sans doute, car même outre mes vidéos, la série en a plaisanté plus d'une fois, mais il y a des studios d'animation étrangers qui bossent sur la série, principalement coréens. Or, j'ai remarqué que ce n'était pas forcément clair pour certaines personnes le qui fait quoi et quand au juste. Alors si vous voulez le savoir concrètement, voilà. Le staff aux USA design les personnages, dessine les storyboards, puis commence l'épisode concrètement en faisant les personnages, les décors, etc. Il crée une animatique, à savoir ça. Un aperçu de l'épisode encore très grossier, qui ne bouge que sporadiquement, généralement lorsque le personnage bouge un peu plus franchement, ou lors des changements de plan. Le tout pour avoir une idée du résultat final. Puis d'autres studios étrangers, principalement le coréen Rough Draft depuis la saison 4, mais aussi par exemple Acom, font ensuite les intervalles, l'ancrage, la colorisation, le tout en 3 à 4 mois. Pour l'anecdote, ils avaient aussi fait le clip Deep Deep Trouble. Pendant 15 ans jusqu'en 2009, c'était Uti Chomuang qui dirigeait l'animation au studio Rough Draft, et depuis 2009, c'est Myung Nam Chang qui s'en occupe. Je n'ai encore jamais parlé d'eux assez injustement, alors qu'ils ont pourtant un travail extrêmement important dans le rendu final. On l'a vu, la série a longtemps utilisé le celluloïd, avant l'époque de l'animation par ordinateur. Une technique qui permettait de superposer plusieurs plans et de produire des scènes compliquées, colorisées à la main. À part 2 épisodes test dans les saisons 7 et 12, le cellulo est resté en place pendant presque 300 épisodes, jusqu'en début de saison 14. On comprend mieux pourquoi les épisodes d'Halloween étaient plus compliqués à faire, surtout à l'époque, avec plus de décors inédits, des effets, etc. Et que les premiers épisodes d'Halloween étaient répartis en 3 réalisateurs pour chacun des 3 actes, quand aujourd'hui, une seule personne s'occupe de réaliser tout l'épisode. Comme montré dans L'amoureux de grand-mère, le cellulo c'est même devenu un business une fois l'épisode fini. Encore plus de nos jours, et quelle que soit la série, puisque c'est plus utilisé, donc plus rare. Mais déjà, il y a 30 ans, certains celluloïdes des Simpsons étaient vendus avec certificat d'authenticité. Je recommande chaleureusement ce spectacle ou ce produit. Certains membres du cast se font une joie de les collectionner. Yardley Smith notamment, mais des particuliers aussi peuvent en avoir. Ça arrondissait les fins de mois de la Fox qui en avaient bien besoin, car même si à partir du début des années 2000, l'ordinateur a facilité les choses, la série coûtait cher. On était loin des débuts. Lors de la première saison, le budget d'un épisode, c'était un peu au-delà du $1 million, ce qui était déjà pas mal à l'époque. Ça a augmenté, à cause du cast entre autres, et au bout de 20 ans, chaque épisode coûtait plus de $5 millions. Combien? Et c'est énorme pour 23 minutes de télé. Au début de Game of Thrones, oui au début parce que sur la fin ça a bien augmenté. Bref, le budget d'un épisode des Simpsons et d'un épisode de Game of Thrones était comparable, alors que c'est une série live plus longue et bien plus ambitieuse. Et encore, si les audiences étaient toujours au beau fixe, mais non, on rappelle que, comme pour n'importe quelle série, la télé hors replay est beaucoup moins regardée qu'à une époque, que pour les Simpsons, alors que les premières saisons dépassaient fréquemment les 20 millions de téléspectateurs, voire 25, voire 30, la pire audience de la série a eu lieu dans la saison 31, avec un épisode à 1,35 million, putain c'est peu. Alors la série reste intéressante pour la Fox grâce aux millions que rapportent les produits dérivés et les droits de diffusion dans divers pays, mais je maintiens ce que j'ai dit à une époque, c'est selon moi la seule raison pour laquelle elle n'a pas été déprogrammée, les produits dérivés. Mais il n'empêche que, vu que la pub rapporte moins, vu la baisse d'audience, ces dernières années, la chaîne a imposé de sérieuses coupes budgétaires. Vu que l'animation est faite en Corée déjà pour réduire les coûts, on peut guère viser de ce côté-là, alors on coupera ailleurs. Primo, le salaire des comédiens. 400 000 $ à son apogée, pour rappel. Étant donné qu'ils avaient fait des menaces de grève pour être augmentés à une époque, ça semblait mal embarqué qu'ils acceptent de baisser, surtout que la chaîne a eu pour projet de baisser de 180 000 $. Mais ils ont accepté une baisse de 100 000, en échange d'une petite partie des profits sur les DVD et autres produits dérivés, justement. Même une petite partie, je serais pas surpris d'apprendre qu'ils y gagnent. Bref, 100 000 $ de moins sur chacun des 6 interprètes principaux, et en tout, ça fait déjà 600 000 $ de moins. Ça c'était en 2011, puis quelques années plus tard, en 2017, la musique a subi le même sort, lorsque le compositeur Alf Clausen a été congédié. Je me souviens que dans le parlant de Simpson 46, sur la musique, j'avais dit ouais alors peut-être il y a une rumeur qui dit que c'est pour une question d'argent. Alors c'était pas la seule raison, mais clairement j'avais été trop précautionneux, parce que oui, ça a beaucoup pesé. Même si la raison officielle était qu'il cherchait un autre son après avoir été insatisfait de ce que Clausen avait fait sur le double épisode Fast Bill Magnifique, le fait de se passer de lui pour la musique et plutôt faire appel à la société Bleeding Figures Music a quand même permis de réduire le budget musical de 40%. Problème, tout ça a abouti à un procès d'Alf Clausen en août 2019 qui accusait la prof de renvoi discriminatoire dû à 2 choses. Son âge, il avait 76 ans en 2017, et aussi sa santé. On lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson en 2013, il la gardait secrète durant 3 ans, mais les signes physiques augmentant, il a fini par mettre le staff dans la confidence.
Alors déjà, selon Clausen, on n'aurait rien fait pour lui rendre la tâche plus simple, mais surtout là, on va rentrer dans une partie plus sombre de la prod, car chacune des deux parties accuse l'autre de mentir. Selon Richard Sakai, le président de Gracie Films, Algin et lui auraient appris avec surprise et gêne que Clausen aurait secrètement délégué une partie de son travail à son fils et à d'autres personnes même. Mais Alf Clausen, de son côté, dit qu'il savait depuis longtemps qu'il déléguait régulièrement son travail. Maintenant, à chacun de se faire son opinion sur qui ment et qui dit la vérité, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui ment dans l'histoire. Et dans tous les cas, c'est dommage que les gens ayant travaillé en harmonie pendant plus de 25 ans en viennent à ça. À ce sujet du procès Clausen, je viens de reprendre en partie un article que j'avais moi-même écrit l'an dernier pour Simpsons Park, mais pour éviter de partir dans des détails rébarbatifs dans cette vidéo, je vous mets le lien de l'article dans la description où j'en parle plus longuement si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est là. La série a réussi à baisser son budget sur plusieurs secteurs, mais sans sacrifier à la qualité technique. Les comédiens font toujours le même boulot qu'avant, et franchement, question musique, je ne trouve pas qu'il y ait une terrible baisse de qualité, malgré ce qu'en dit Alf Clausen. Passé la période de rodage de leur tout début, la série a d'ailleurs toujours eu une qualité visuelle et une animation supérieure à la moyenne de ce qui se fait à la télé. C'est un peu une vidéo ode à tous ces gens dont on ne connaît le nom que vaguement, parce qu'on l'a vu défiler lors du générique de fin, sans forcément s'intéresser à ce qu'ils ont fait. Et c'est tout à fait normal, avant de faire mes vidéos, même si en tant que gros fan, je pense que je m'étais penché sur la question plus que la plupart des gens, j'avais quand même rarement pris le temps d'aller plus loin que le peu qu'on pouvait voir à vitesse de défilement réel, et de vraiment scruter les génériques de fin. Mais le faisant, je suis tombé sur des choses intéressantes, qui m'ont amené à faire des recherches plus poussées pour vous depuis presque 5 ans. Je ne sais pas combien de temps je continuerai, mais j'espère que vous continuerez à me suivre encore longtemps. Bisous à tous!